Bon après-midi, bonjour, mesdames, messieurs. Je vous revois aussi souvent que je ressens la tentation de vous appeler mes amis. Mais je résiste. Je garde cette formule pour la dernière fois qui est devant nous, lundi prochain. J'ai le grand honneur de pouvoir saluer Monsieur Robert Harrison, le grand romaniste de l'université de Stanford, qui a eu la gentillesse d'interrompre son séjour à Rome pour nous joindre ici, à Paris, où il a enseigné d'ailleurs il y a une décennie à peu près, hein, ici même. Mais je pense que vous étiez pratiquement tous et toutes trop jeunes pour l'écouter. Moi, je me trouve dans la position de la petite fille de cette conte de fées allemande, trop allemande, qui s'appelle Brüderchen und Schwesterchen. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire ou s'il existe un conte de fées analogue en français, où une mauvaise mère veut les séparer en transfigurant le petit frère en chevreuil. Et elle lui rend visite à maintes reprises. Et l'avant-dernière fois, comme moi, avec vous, elle dit à son frère changé en chevreuil, qu'est-ce que fait mon enfant, qu'est-ce que fait mon chevreuil? Maintenant, je ne reviens qu'une seule fois et puis plus jamais. Vous comprenez? Vous êtes devenu partie prenante à un conte de fées. Et la semaine prochaine, je vais tenir ma promesse de ne plus revenir jamais. Mais aujourd'hui, on est encore en pleine forme et en bonne humeur, j'espère, malgré la pluie. S'il pleut à Paris, il ne pleure pas nécessairement dans mon cœur. Aujourd'hui, la météo est plus favorable en notre sens. Je vais me permettre de vous lire une leçon, la leçon numéro 5, dans une numérotation différente. Pour vous, c'est la 8e. Poisson perdu. C'est un terminus technicus de la chasse à la baleine. Vous allez voir. Et le sujet, ce sont des navires, les globes et des fils surnuméraires. Des réflexions qui ont été exposées jusqu'ici. On peut tirer une conclusion qui replace nos soucis actuels dans une inquiétude qui vient de loin. La mission d'expliquer de nouveau aux Européens, saisis par la modernisation des États et du commerce mondial, leur situation dans le monde remonte, nous l'avons vu jusqu'à l'ère du début de la navigation sur l'Atlantique. Ignace de Loyola, cet homme au seuil des époques, avait encore lu des romans de chevaliers dans ses jeunes années et avait fait le pèlerinage de Jérusalem par la voie maritime et per pedes apostolorum. En se transformant en organisateur des missions asiatiques, il franchit une ligne calendaire de l'histoire du monde et devint un homme de cette époque à laquelle on donne le nom des temps modernes. Et si on les appelle ainsi à juste titre, c'est parce que leur contenu dramaturgique, l'affirmation de l'image du monde, définie par ce qui était à l'époque le nouveau médium globe terrestre, a rempli les 4 ou 5 siècles suivants.
On est dans le droit d'affirmer que les temps modernes essentiels forment un chapitre sans précédent dans l'histoire de l'humanité post-babylonienne, au sein de laquelle s'est déroulée la globalisation au sens littéral du terme. Et si l'on met de côté les phrases creuses des économistes et des grands orateurs politiques, elles signifient la réalisation pratique de l'image sphérique de la Terre en tant que singularité planétaire. On n'a pratiquement jamais rappelé jusqu'ici que la globalisation, dans l'acceptation intense du mot, n'était pas seulement synonyme d'océanisation du trafic et d'extension des zones de commandement européennes, sans parler ici de la prise de pouvoir par les systèmes rapides d'information et de transport au XXe siècle et de leurs effets synchronisateurs. Leur signification réelle et imprévisible découle de cette observation qu'avec la navigation des Européens sur l'Atlantique et le Pacifique a débuté une ère du rassemblement ou du rassemblement. Elle a mis un terme aux effets de la construction de la tour de Babel et même à ceux de toute la période out of Africa de Homo sapiens, en déclenchant un processus qu'on ne peut qualifier du point de vue anthropologique que de inversion de la diaspora, le renversement de la diaspora. Et tandis que l'exode africain, les membres de l'espèce humaine ont toujours été jusqu'ici ceux qui vivaient dans la dispersion et qui étaient fixés la plupart du temps dans la méconnaissance réciproque, souvent dans des conditions de la sédentarité agricole et des restrictions liées à la marche à pied. On a vu débuter, nolens volens, au début du XVIe siècle, un régime qui, conditionné avant tout par les conséquences géopolitiques et cognitives de la navigation au départ de l'Europe, entraîne une obligation imprévue de revenir à la coexistence consciente de presque tous avec presque tous, que ce soit sur le monde actif ou sur le mode passif. La tour biblique a cédé la place à de nouveaux bâtiments collecteurs, dont l'édifice de l'ONU à New York, mugissant de plurilinguisme, pourrait être le plus proche de l'original babylonien. Pour ce qui concerne l'interprétation morale, politique et culturelle de la situation globalisée, il n'y a pas d'unanimité entre les interprètes. Leurs versions divergent surtout selon qui se trouvait plutôt du côté actif des événements ou du côté qui subissait. Il ne fait aucun doute que le devenir monde du monde, que les Français appellent la mondialisation, s'est accompli en premier lieu comme un processus d'élargissement du pouvoir porté par les navires, les marchandises et les armes. Et à cette occasion s'est approfondie une relation entre l'image et le pouvoir qui remonte jusqu'au temps de la magie et a été abondamment élaborée dans les premiers empires. Nous nous rappelons que dans la conférence est devenu classique le temps de l'image du monde en 1938. Martin Heidegger avait souligné que la signature des temps modernes n'apparaissait en aucun cas dans le fait qu'une nouvelle image du monde, dite moderne, en avait remplacé une antérieure, par exemple l'image médiévale du monde. C'était plutôt avec les temps modernes en tant que tels qu'avait débuté l'époque de l'image du monde. Mieux, l'événement décisif s'est manifesté dans le fait que le monde était désormais appréhendé sous forme de représentation visuelle et succombait
par conséquent à l'emprise des puissances technopolitiques. Et au cours de cet épisode, la science se mua de plus en plus en servante de la technique, tandis que celle-ci devenait entièrement l'organe d'une volonté dominatrice émanant de l'Europe, qui dit toujours plus bruyamment « je peux » et « je veux pouvoir ». Reste problématique le fait que Heidegger ait négligé de parler des médias effectifs de la nouvelle mise en image. On ne trouve pas un mot chez lui sur ces globes terrestres d'une nouveauté révolutionnaire qui apparurent vers 1500 et ont aidé les Européens à comprendre leur situation dans le tout. Il ne mentionne pas non plus les planisphères qui projetaient le globe voûté en deux moitiés planes pour donner une visibilité simultanée du dos de la sphère, et il ignore les cartes maritimes dont on faisait un grand mystère au début, et les atlas actualisés en permanence, les journaux de bord et les innombrables autres médias de la prise du pouvoir par l'œil informé. Ceux-ci allaient des emblèmes dont la présence était inflationniste à l'ère du livre imprimé et qui remettaient en question le monopole sémantique de l'écrit, jusqu'à la géométrie figurative, d'où était issu le calcul infinitésimal qu'on peut interpréter quasiment comme la langue maternelle de la mathématique moderne. Et après que Copernic se fut distingué vers 1543 avec son modèle héliocentrique, on apporta la meilleure base géométrique possible à l'impulsion déjà active vers la circumnavigation de la Terre. Et on a du reste en droit de douter que l'événement auquel les historiens donnent volontiers le nom de tournant copernicien se soit réellement produit. Le fait principal de la nouvelle situation n'était pas que la Terre tourne autour du Soleil. Ce qui marqua réellement l'époque, ce fut que les marchandises et les fonds européens fassent le tour de la Terre. Il y eut dans l'ensemble de cet événement un trait d'ironie qui ne s'exprima pas seulement dans l'amalgame entre ce message de salut et les crimes coloniaux, tel qu'il s'attacha surtout aux premières expansions espagnoles. Leur caractère proprement fatidique au sens négatif ou positif qui semble avoir été ou bien guidé par le hasard et avoir pourtant été irréversible, consistait dans le fait qu'avec chaque navire atteignant l'Inde, après avoir contourné le cap de la Bonne-Espérance, ou après avoir traversé l'Atlantique, jeta l'ancre en Amérique centrale et plus tard en Amérique du Nord et du Sud, avec chaque navire, on exporta un ensemble de vérités géographiques concernant la forme sphérique de la Terre, ainsi que la répartition entre masse terrestre et aqueuse. Et même si les missionnaires, au lieu de prêcher le christianisme, étaient partis porteurs d'une offre syncrétique composée de mythes grecs, romains et gaulois, leur simple apparition sur les côtes d'autres continents aurait impliqué la vérification d'une image du monde qui cessait eo ipso d'être seulement image ou seulement imagination ou seulement fantasme. Lorsqu'en 1522, après 3 années de navigation, l'un des navires de Magellan, parti en 1519, rentra dans le port de Sanlúcar de Barrameda, près de Séville. Il apporta la preuve irréfutable du fait supérieur qui allait dominer les siècles suivants. Les navires qui avaient vogué en s'inspirant de la devise Charles Quint
plus ultra en ancien français, toujours plus loin, retrouvèrent leur point de départ sous la forme d'un non plus ultra factuel. Le port de départ devient le port du retour. Et la représentation contre-intuite de la forme sphérique et de la Terre, jadis, dans toute l'Antiquité, une hardiesse logique, perdit son statut d'hypothèse lorsqu'on eut fait le tour de la planète par la voie maritime et accéda au rang de fondement inébranlable, même si les partisans du conservatisme continental le considérèrent encore longtemps avec méfiance et répugnance. Le demi-millénaire suivant assista par conséquent à la scission de l'Europe. D'un côté, ceux qui coopéraient avec l'ouverture sur les océans, et de l'autre, ceux qui voulaient rester fidèles à leur fixation immémoriale sur les axiomes de la territorialité. Une division qui conserve à notre époque une actualité élevée sous forme d'opposition entre le territorialisme russe et l'atlantisme européen. Et quand le Zarathustra de Nietzsche adjurait bien plus tard ses amis de rester fidèles à la terre, il avait déjà sous les yeux une image de la terre et du monde qui englobait un ensemble de masses de terre et de mer, et avec lui la somme de l'immanence terrestre, raison pour laquelle les oppositions entre la terre et la mer, dont les auteurs comme Carl Schmitt et ses épigones à l'ouest comme à l'est tirèrent beaucoup de prestige, ils ne représentaient à ses yeux que des provincialismes en colère. Cela montre pourtant une chose, à partir du XVIe siècle, on ne pouvait plus être missionnaire sans proclamer aussi, à côté du message chrétien, fût-ce de manière indirecte, la vérité sur la forme de la Terre, le fait planétaire. Elle se dissimula au commencement derrière le fait presque miraculeux de sa propre présence auprès des étrangers lointains. Ce n'est pas tout à fait sans raison qu'en certains lieux, des habitants prirent les hommes blancs arrivés sur des vaisseaux pour des dieux dont avaient rêvé leurs propres prêtres. Et quand on ne les considérait pas comme des dieux, on les traita parfois comme des ennemis qu'on ingéra au cours de repas cannibales sur la base de traditions locales interprétées plus tard comme des actes de résistance, comme l'a fait par exemple l'auteur brésilien Oswald de Andrade, dont je parlerai dans la séance suivante, dans son macabrement célèbre manifeste anthropophage de l'année 1928. Anthropophage de tous les continents, unissez-vous. C'est la gauche cannibale qui est en train de prendre le dessus. Mais si le vaisseau en tant que tel est déjà le message, si le vaisseau en tant que tel est déjà le message, il faut aussi concevoir le navire qui traverse l'océan comme un message à part entière. Et il véhiculait la contrainte de tolérer les prémices de la navigation maritime sur la surface aqueuse globale, ainsi que ses conséquences. On ne découvre pas seulement ce qui est caché et dissimulé souterrain, on détecte en premier lieu ce qui est manifeste, car pour celui qui sait comment on s'y rend, chaque point de la Terre suscite sur la surface. Et le médium qu'est le vaisseau, comme une sorte de panier flottant, est destiné à rapporter des marchandises acquises, incarner le message, déterminant pour les commerçants et les pirates qu'aucun objet de troc, aucun butin ne peut être acheminé plus loin
jusqu'à un autre site de la terre arrondie. Et le jésuite espagnol Baltasar Gracián forgea dans son roman paru en 1651, El Criticón, la métaphore la plus lucide du navire qui sort découvrir de nouveaux mondes, l'Europe portative, une Europe portable, une Europe qui voyage, l'Europe portative. Et de fait, le nouveau média qu'est le globe terrestre, son prototype fut le globe Beheim, créé en 1492 à Lisbonne, que l'on peut voir aujourd'hui au Musée national de Nurembourg. Les connaisseurs savent peut-être encore que Hitler, lorsqu'il résidait dans la cour allemande, la Deutsche Hof à Nuremberg, s'est fait venir le globe parfois sur sa chambre de l'hôtel pour contempler son destin planétaire. Quelque chose, un motif qui est repris par Charlie Chaplin dans son fameux film Le Grand Dictateur, où il fait jouer son Hitler avec un globe terrestre comme un jongleur. C'était un épisode assez connu à l'époque et qui vaut d'être reporté. Même si c'est seulement du commérage, mais les grandes vérités se cachent volontiers dans les pires commérages. Vous voyez, je fais l'éloge de l'anecdote par rapport au système philosophique, mais ça nous mènerait trop loin pour bien l'expliquer. Mais le globe terrestre donne un élan à la théorie de la correspondance, de la vérité. Une phrase ou une image qui ne représente pas la planète Terre plus mal qu'un globe terrestre représente la Terre, peut être considérée, sinon comme absolument vraie, mais du moins comme suffisamment vraie. Et d'autre part, la devise crypto-platonicienne de Goethe, on ne voit que ce qu'on sait, anticipation ironique de la maxime des découvreurs et des seigneurs coloniaux, qui était aussi celle des pirates, selon laquelle seul vous appartient réellement ce que vous avez pillé sur terre comme sur mer de vos propres mains, ou avec des mains que vous avez louées. Et dès le début, la pratique des conquistadors tendit à se placer sous un ciel tolérant de fiction plus ou moins subtile pour se procurer une légitimité et pour sauver sa conscience. On trouvait parmi elles, en tout premier lieu, des concepts plus ou moins sophistiqués comme le droit des découvreurs, le droit d'inventeur, le droit de prise, suivis par des postulats fondés sur le droit naturel, comme le droit de visite, le droit de colonisation, le droit commercial ou le droit de communication, des figures et des fictions qu'applaudit même un lecteur zélé de littérature des navigateurs qu'était Emmanuel Kant. On doit au romancier américain Herman Melville une déduction seulement à moitié satirique de toutes ces fabrications harmonieuses de la pêche en haute mer et plus précisément de la chasse à la baleine. La distinction entre poisson amarré et poisson perdu. En anglais, fast fish, poisson amarré, et poisson perdu, loose fish. Il y aurait eu depuis toujours la valeur d'une loi d'airain. Le narrateur de Moby Dick ratiocine, lors d'une heure de calme sur la mer, sur le fait que le poisson amarré, ce fast fish, appartient aux yeux des marins, à celui qui a été le premier assis amarré par le biais d'un harpon. Et le poisson perdu
Le loosefish, en revanche, doit être considéré comme un gibier à prendre, un fair game, Freiwild, pour ces chasseurs des mers qui se sont emparés les premiers. Et Melville ajoutait que l'on avait aussi respecté cette distinction dans la chasse aux terres. Je vais vous citer un petit passage de Moby Dick aussi pour vous prouver qu'il ne s'agissait jamais d'un livre pour enfants. C'est le plus grand malentendu de la littérature mondiale d'avoir donné le Moby Dick entre les mains des jeunes. On n'est jamais suffisamment adulte pour comprendre Moby Dick. Ce qu'était Amérique, c'était la voix de Melville, qu'était l'Amérique en 1492, sinon un poisson perdu sur lequel Colomb planta les couleurs espagnoles afin de la repérer pour le bénéfice de ses souverains. Que fut la Pologne pour le tsar, la Grèce pour les Turcs, l'Inde pour l'Angleterre? Que sera le Mexique pour les États-Unis, pour finir, et tous des poissons perdus? Et que sont les droits de l'homme et la liberté, sinon des poissons perdus? Et qu'est-ce que la planète elle-même, sinon un poisson perdu? C'est comme ça que le discours de la globalisation a vraiment trouvé son début. L'allusion que fait Melville à l'érection des enseignes espagnoles sur le sol du Nouveau Monde évoque le geste de la prise de possession rituelle à l'aide duquel on camouflait les appropriations brutales en l'acte légitime sur le plan du droit international. Et l'expansion portugaise fit un usage étendu de l'érection solennelle des padraos, des stèles géantes et couronnées d'une croix que l'on amenait à bord des vaisseaux d'exploration. Et que ce geste de prise de possession, aussi creux que fatal, soit resté jusqu'à nos jours dans le répertoire de la symbolique politique. On l'a vu en 2007 avec l'installation d'un drapeau russe dans la mer à 4000 mètres de profondeur près du pôle Nord. Il servait à marquer les prétentions russes sur les abondants trésors pétroliers et gaziers dont on supposait la présence en ces lieux. Et les implications juridiques de cette plantation de drapeaux ne devraient cependant pas aller beaucoup plus loin que celle symbolique d'un drapeau chinois sur la Lune qui tient compagnie depuis 2020 à ceux en loque depuis longtemps, qu'on a laissé les 6 alunissage précédents, Apollo 11 en 1969 jusqu'à Apollo 17 en 1972. Donc, il se trouve 6 drapeaux américains abîmés sur la ligne, accompagnés par un drapeau chinois pas encore abîmé. Mais même le plus bref extrait du livre européen des expansions ne peut renoncer à glisser un marque-page dans les chapitres qui portent le nom de Cecil John Rhodes. Ce légendaire fils de pasteur britannique, né en 1853, venu du comté d'Hertfordshire, dans la périphérie du nord de Londres, un être morbide depuis sa jeunesse, ayant souffert toute sa vie d'une santé instable, il a été victime d'un premier infarctus du myocarde à l'âge de 19 ans, un homme qui avait rédigé 7 testaments avant de mourir à l'âge de 49 ans, l'un des auto-inventeurs, il faut inventer soi-même dans les temps modernes, et auto-expansionniste exemplaire de son siècle, et la figure artistique exemplaire de l'ère impériale
culminante, un caractère totalement au goût de son interprète, qu'était Oswald Spengler. Cet homme, donc, mérite d'être explicitement mentionné ici, au-delà de l'applaudissement et du goût pour la démolition de monuments historiques. Un phénomène comme Rhodes permet d'illustrer plus clairement que toute autre figure de son époque les tendances d'un expansionnisme post-chrétien et pourtant plus que jamais marqué par une prétention missionnaire, ou plus précisément l'obédience impériale britannique. Et si son profil prend des traits plus affirmés, ce n'est pas tant que par la montée étonnante d'un jeune homme fragile qui avait commencé à l'âge de 18 ans par des plantations de champs de coton en Afrique du Sud britannique, pour tenter peu à peu sa chance comme chercheur d'or et de diamants, jusqu'à ce qu'après une série de coups d'échecs avisés et d'alliances lucratives nouées dans ces années de trentenaire et de quadragénaire, il se hisse à la tête de monopoles mondiaux de l'industrie et du diamant et de l'or. On a toujours aussi des raisons de rappeler que cet homme qui fut aussi le premier ministre de la colonie du Cap de 1890 à 1896, s'il faut le citer, c'est parce qu'il représente un personnage clé pour comprendre le processus de métastase séculière de l'idée de mission, dont on a parlé dans notre dernière réunion. Rhodes faisait partie de cette catégorie des princes entrepreneurs de la fin du XIXe siècle pour lesquels l'enrichissement économique n'était qu'un prélude en vue de prise de pouvoir d'un niveau supérieur. Inutile de citer ici des noms issus de l'Olympe de la philanthropie de part et d'autre de l'Atlantique de nos propres jours. Et pendant ses années au pouvoir, il caressait des idées d'expansion mondiale. Son idée directrice concernait la synthèse entre un motif linguistique et de ce qu'il considérait comme l'impératif politico-racial de son époque. Et de la même manière qu'il ne faisait aucun doute chez Rhodes que la race blanche était au sommet de la pyramide anthropologique, il était aussi évident à ses yeux que le monde devait être mené à une unité chargée de sens, et il n'avait guère conscience de la différence importante aux yeux des médiologues entre anglophonie et anglographie, bien que les empires aient été depuis toujours gouvernés par voie bien plus postale, c'est-à-dire télégraphique, que téléphonique. La poste, c'est l'empire. D'ailleurs, ceux qui connaissent les œuvres du médiologue canadien qui était Harold Innis, en savent plus long, parce que c'est lui qui a étudié le rapport entre la poste et l'impérialisme. Et recevoir une lettre du Capitole en Égypte, cela s'annonçait déjà par le format de l'écriture, parce que les rouleaux impériaux étaient plus larges que le papier bourgeois. Le format et le message. Et la base géopolitique de cet ensemble paraissait tout naturellement donnée par la vaste extension de l'Empire britannique. Et dans le foyer d'excitation des réflexions de Rhodes, on trouvait une rêverie contrefactuelle, très piquante et dotée quand même d'une prétention à l'histoire du monde. Et l'élément décisif était son refus d'accepter comme une sécession définitive l'indépendance proclamée le 4 juillet
1776 des États-Unis à l'égard de la couronne britannique. Et dans ses rêves éveillés, la race anglophone, regrettablement répartie sur une pluralité de nations, continuait à former une unité virtuelle. Et une politique appropriée devait l'aider à se rétablir, et fût-ce sous direction américaine. L'anglophonie est plus important que le pouvoir politique direct. Et c'est d'ici que la pensée par grande analogie vint au secours du fils de pasteur qu'était Rhodes, converti prématurément à la croyance, influencé par Darwin, que Dieu a voulu l'excellence blanche. Il considérait que la scission du christianisme opérée par la Réforme au XVIe siècle était un malheur qui s'était révélé irrémédiable et irréversible, en dépit de la contre-offensive jésuite. Mais la sécession américaine était, à ses yeux, un malheur analogue, mais un malheur dont il ne paraissait pas avéré qu'ils doivent rester sans retour. Et pour rétablir la catholicité anglophone brisée, il était temps, selon lui, de prendre une initiative d'ampleur. Il faudrait donner le jour à une sorte de meilleur jésuitisme, un organe en forme d'ordre, aux allures de ligue masculine, composé de forces d'élite britanniques qui se donneraient pour but le rétablissement de l'unité du monde à partir de la langue anglaise. Et on ne pouvait, de son point de vue, obtenir ce résultat que par la synthèse de la blanchitude, de l'anglophonie et de la civilisation technique. Et en guise de paradigme de ce dernier élément, Rhodes avait en tête la construction de la ligne télégraphique entre le Caire et le Cap, l'un de ses projets favoris, avec cette implication classiquement impériale que l'extension dans l'espace entraînait le dépassement des distances, pour autant que la distance en tant que telle signifiait depuis toujours la possibilité de résister à l'ordre venu du centre. L'impérialisme et la télécommunication menèrent dans un premier temps le même combat. Et dans son 7e et dernier testament, l'impérialiste aux rêves de haute volée avait stipulé que la majeure partie de sa fortune devrait revenir à une fondation dédiée à ce type de projet. Et autour de cette fondation, cette foundation, qui aurait prétendument pris la forme d'une société secrète ou mieux encore d'une table ronde de manipulateurs homophiles, continue à monter en liane des rumeurs suggestives qu'elles se rapportent aux roundtables ou aux conférences Bilderberg, comme si celles-ci n'étaient que les surfaces de conspiration ayant prêté serment d'invisibilité. En réalité, les bourses Rhodes, attribuées depuis 1903 à l'ombre des prix Nobel, existent encore aujourd'hui, alors qu'il n'est pas question dans leur statut de projet occulte relevant de la politique culturelle. Le lauréat le plus connu fut le 20e président des États-Unis, Bill Clinton. Et notons que le type incarné par Rhodes apportait la preuve de sa contemporanéité irréfutée. Son système psychodynamique et oligarchique a pu être transposé avec succès au XXIe siècle. À aucun moment, l'idée sécurisée de la mission n'a perdu son attrait. Et pour ce qui concerne le schéma de la religion autogène, tel qu'il était apparu sous la Renaissance pour aider la vie de l'entrepreneur, sur le modèle de Christophe Colomb, a accédé à une transcendance sortie de sa propre poche. Ce schéma a survécu sans dommage notable à ce voyage à travers les 5 siècles passés.
Seul l'au-delà des comptes fait le milliardaire lumineux. Et on dit que Rhodes, depuis sa jeunesse, il portait en permanence sur lui une édition de poche chiffonnée de Ace Hareton, pensée pour moi-même de Marc Aurèle. Et s'il ne contenait aucun aveu, ces testaments témoignaient de son besoin de dépasser la détention des moyens de pouvoir monétaire et des postes élevés. Et la parole qu'il prononça sur son lit de mort, « So much to do, so little done », peut être évaluée comme une mention ambivalente dans le livre européen des aveux. Et pour se faire une idée de l'impression que Rhodes avait produit sur ses contemporains intelligents, cela vaut la peine de citer un passage des commentaires que William Stead, l'un des principaux journalistes britanniques de ces époques, a joint à son édition du Last Will de Rhodes, le 7e testament de Tom. Il n'émerge pas comme un saint parfait, sculpté dans le marbre de Paros le plus blanc. Il ne s'est pas révélé être un archange à la pureté intacte et rayonnante. Mais ce n'est pas non plus un diable claudiquant. Pour le juger selon son rang, au regard de son influence, de son autorité et de sa force d'animation, il faisait partie de l'ordre des archanges. Mais c'était un archange gris. Archange gris doté d'une aile estropiée. Cela lui valut de suivre, au cœur des tempêtes de la passion raciale et de l'intrigue politique, une trajectoire un peu erratique. Un archange gris croisé avec un jésuite, tellement obnubilé par ses fins que les moyens lui devinrent indifférents. On considérera sans peine que cette caractérisation en dit au moins autant sur son auteur que sur celui dont il brosse le portrait. Rhodes avait, dans un premier temps, désigné William Stead pour être l'un de ses exécuteurs testamentaires, mais lui avait en fin de compte retiré sa confiance parce que son intime d'autrefois s'était hasardé trop loin à son goût dans le domaine du spiritisme. D'ailleurs, Stead a perdu sa vie lors du naufrage de la Titanic en avril 1900. Il semble qu'il n'a pas pratiqué ses talents supranaturels de façon suffisante. Et les réflexions auxquelles nous nous sommes livrés jusqu'ici à propos du phénomène de l'activité d'expansion européenne ont en commun la caractéristique de se limiter avec une unilatéralité volontaire à l'aspect des motivations ou des buts intellectuels qu'ils étaient fixés. L'accent mis unilatéralement sur les motifs intellectuels doit en fin de compte être compensé par une allusion à la motricité relevant des causes efficientes de l'expansion. Et pour expliquer l'expansion tempétueuse de l'Europe et surtout l'afflux vers les navires qui survient tout à coup à la fin du XVe siècle, à partir de dimensions causales du social, on ne peut pas éviter d'aborder la question de l'énergétisation imprimée aux événements à la suite d'un changement brutal de la situation démographique en Europe. Le passage à l'observation des causes efficientes de processus à long terme s'explique en effet de la manière la plus plausible à l'aide du concept de populationnisme. Il dessine une tendance de la biopolitique du début des temps modernes qui se caractérise par l'intérêt porté par les gouvernants des États de cette époque à ce que la reproduction de la population soit aussi étendue que possible. Et leur point de départ se situe dans les conséquences à long terme
de l'épidémie de peste bubonique, connue sous le nom de mort-Loire, de 1348 à 1353, qui, selon les estimations d'historiens, a coûté la vie au moins d'un tiers de la population européenne. Ces effectifs auraient, en l'espace de quelques années, chuté de 78 millions d'habitants à 45 millions. Et les siècles suivants, qui vont jusqu'à 1900, peuvent être interprétés sommairement comme une époque de reboisement démographique. Elle a été perturbée par les multiples reprises de l'épidémie, mais aussi par les ravages de la guerre des 30 ans. L'Europe aurait connu le niveau d'étiage de sa population au cours de la terrible année de peste que fut l'an 14000, quand elle tomba, là encore, après plusieurs répliques épidémiques en dessous du niveau de 1353. Et il fallut attendre le dernier tiers du XVe siècle pour que les efforts de repopulation par excédent de naissance prennent clairement leur essor. L'économiste et historien de la culture Gunnar Heinsohn, décédé l'année passée, a présenté à partir des années 70 des arguments selon lesquels l'élimination des sages femmes à partir du XIVe siècle en Europe, sous prétexte de la lutte contre les sorcières, devait être avant tout compris sous l'angle de l'intérêt biopolitique, désormais porté au repeuplement. La chasse aux sorcières, qui submergea l'Europe à l'époque de la Renaissance, perd la majeure partie de ses traits irrationnels dès que l'on interprète comme l'instrument d'une campagne visant à multiplier les réserves du matériau humain de l'État, même si cette expression créée par un stratège allemand du XXe siècle, cette expression cynique est une création verbale moderne. Et son orientation idéologique est attestée par des documents comme la bulle des sorcières du pape Innocent VIII en 1484, et plus encore par le sinistre marteau des sorcières, Malleus Maleficarum, apparu à Speyer 1487, et la Constitutio Criminalis Bambergensis de 1507. Et ce genre de texte montre la fascination qu'exerce sur les ecclésiastiques l'idée que le diable s'intéresse de manière privilégiée à l'utilisation des organes sexuels contraires au but recherché. Et qui, sinon le diable, pourrait prendre plaisir au sabotage de la création par fraude sur les naissances. Et à partir des années 1480, l'Europe eut de nouveau et d'un seul coup de nombreuses hordes de fils sexuellement frustrés qui ne bénéficiaient pas d'héritage, pour reprendre la formulation sèche de Gunnar Heinsohn, un état de fait qui s'appliquait particulièrement à l'Estremadura, cette région orientale et désespérée de l'Espagne. Et cette région aride, fournie avec des personnages comme Cortés, les frères Pizarro, de Soto, de Valdivia et de Balboa, une offre sans précédent d'hommes de violence extravertis. Et pour le flot de jeunes hommes qui ne pouvaient trouver que dans leur propre pays une position correspondant à leurs ambitions, la fenêtre de l'émigration dans le Nouveau Monde s'ouvrit précisément au moment où la vague montait. Et que l'Europe ait détenu au cours des siècles les plus virulents un quasi-monopole sur l'exploitation des êtres humains se révèle être une asymétrie bien explicable sur le plan démographique entre ce qu'on a tardivement appelé l'autre cap, expression chère à Paul Valéry et Jacques Derrida,
et le reste du monde. C'est une formule qu'on hésite d'utiliser de plus en plus parce que le reste est monté au-dessus de nos têtes. Mais un regard sur les statistiques suffit à résoudre l'énigme en termes de quantité. La population européenne a été décuplée, multipliée par 10 entre 1400 et 1900, en faisant l'abstraction de la sévère césure du début du XVIIe siècle, la guerre des 30 ans. Elle a cru de 45 millions à 450 millions, multiplié par 10. Et ce, notons-le d'une manière qui n'était pas autonome, mais avant tout due à une politique de libération des naissances menée de manière cohérente et dans laquelle le trône et l'autel étaient unis malgré leurs logiques différentes. Mais au regard du réglage fin du projet de repopulation, la pratique populationniste, à proprement parler de cette biopolitique sur laquelle Foucault, fondateur de ce discours, a étonnamment peu de choses à dire, ça devient une fonction défaillante aux conséquences chroniques. Pour les États en genèse, l'excédent volontaire de naissance fut plus une charge qu'une ressource politique. Compte tenu de son succès débordant, le crime d'être pauvre prit des proportions épidémiques dans les nations dirigeantes des temps modernes, et il reste à savoir si Marx l'a correctement interprété dans ses analyses de ce qu'il appelle accumulation primitive. Le réseau précoce des hôpitaux et des institutions d'assistance aux pauvres dans les villes apportèrent tout de même au début des temps modernes les premières réponses des communes et des États à la pression démographique croissante. Et l'humaniste hispano-flamand Luis Vives, mort en 1540, posa avec son traité De Subventione Pauperum de l'an 1526, dédié au conseil de la ville de Brugge, les bases de ce qu'une époque ultérieure appellerait la politique sociale. Il reste que même la gigantesque consommation d'êtres humains que provoquèrent les guerres napoléoniennes. On parle de 4 à 5 millions de victimes entre 1795 et 1815. Il n'avait que des effets marginaux sur la vague de multiplication. La réduction des excédents démographiques ou l'apaisement de la croissance ne put survenir qu'à partir de la fin du XIXe siècle, lorsque la réinvention de la contraception réduisit brutalement la pression démographique. C'est ce qu'on faisait le tour du monde sous la conception chuchotée de l'amour à la française. Et l'immigration de 50 millions de personnes d'ici à la fin du XIXe siècle ne change à rien au constat que se développaient ainsi dans les nations européennes des excédents de descendants sans accès à l'héritage et en croissance plus ou moins constante, sans même parler de l'élargissement de la zone de pauvreté dans la large marge inférieure des sociétés prémodernes. Et parmi les surnuméraires, les fortes réserves de deuxième et troisième fils, comparables aux bâtards de la noblesse et du clergé, constituaient une entité virulente sur le plan de la dynamique de l'ambition, et pour autant qu'ils ne devenaient pas des soldats destinés à la consommation, c'est dans leur rang que se recrutaient d'innombrables religieux, missionnaires, érudits, gens de lettres, artistes et colons remuant de contre-sociétés intérieures. C'est ce groupe de personnes que Voltaire avait avant ses yeux lorsqu'il parlait de cette canaille écrivante, cabalante et convulsionnaire,
par cela, il décrivait ses rivales à Paris. C'est bien. La canaille écrivante. Il n'a jamais disparu entre-temps. On la voit à la lecture des dizaines de milliers de lettres de candidature entreposées entre les archives de l'ordre des Jésuites à Rome, à quel point les surnuméraires des régions catholiques considéraient le départ en service de missionnaire comme une carrière attractive. Ces documents pourraient avoir été de lointains équivalents des personal statements ou des lettres de motivation par lesquelles les étudiants étrangers se portent aujourd'hui candidats pour des places dans les universités d'élite, des États-Unis. Et celui qui, instruit par des indices comme ceci, continue à feuilleter le livre des extensions européennes, remarquera que les 5 siècles passés dans cette partie du monde n'ont pas seulement mis en branle une expérimentation risquée et inachevée sur la dissolution croissante des ordonnancements originels, avec la tendance d'effacer la distinction entre enfants légitimes et illégitimes, aussi bien qu'entre naissances nobles et roturières, mieux la distinction entre les mariages traditionnels et les concubinats entre personnes de même sexe, désormais mis sur un pied d'égalité avec les mariages. Et dans le même laps de temps, on avait aussi à faire une expérimentation sur la répression rigoureuse des formes autrefois bien connues de la régulation des naissances, avec ce résultat que l'écosystème de la culture dans son ensemble fut déséquilibré par des multiplications sauvages. Bref, il est difficile d'utiliser avec justesse le mot « expansion » selon son aspect matériel, tant qu'on n'a pas mis au clair le fait que les motivations religieuses et missionnaires n'étaient pas les seuls à conditionner son déploiement. Ce n'étaient pas non plus les boursouflures des ambitions monarchiques attisées par le clergé qui se levèrent pour étendre leur empire sur le tout quand elles eurent vent des nouveaux mondes. L'idée d'atténuer l'état d'urgence permanent dans lequel se trouvait le fisc royal en profitant d'un afflux de métaux provenant des colonies lointaines et susceptibles d'être frappées en monnaie pesa elle aussi dans la balance. Et tout ce que se passa sur le plan pressentait plus en soi les traits d'un débordement à moitié aveugle que ceux d'un projet bien défini. Si le Nouveau Monde entra dans la ligne de mire des hommes avides d'action, ce n'était pas seulement en tant qu'espace de projection pour les rêves de bonheur des capitaines, des consultants royaux, des créanciers et des chasseurs de trésors. Il servait aussi de bassin de déversement aux excédents européens de personnes, de frustration et d'énergie mal définies en quête de missions rémunératrices et des énergies qui seraient un jour réhabillées en garantie constitutionnelle sous l'intitulé de la Pursuit of Happiness. Et si l'on considère plus précisément la métaphore du bassin de déversement, on voit immédiatement que le débordement des forces européennes n'aurait pas été pensable sans le reflux des gains provenant des affaires réalisées à l'étranger. C'est une erreur répandue dans les post-colonial studies que d'interpréter le butin transatlantique ou encore les gains de voyages maritimes à destination de l'Inde comme de simples pillages, pour employer la terminologie actuelle, comme des pures extractions. Du point de vue européen, ils prirent déjà de bonne heure le caractère d'un retour d'investissement et donc un cours relevant de l'économie monétaire animé par le crédit. Et pour le comprendre, il faut considérer que les navires transatlantiques, les entités high-tech de leur époque, Galeonen, Caraken, Caravelle, voguaient le plus souvent sur les mers avec le statut de crédit flottant.
Et il n'était pas rare que leur périple soit soumis à la nécessité de générer suffisamment de profit pour que reste, une fois effacé le prêt et les intérêts, un excédent récompensant la peine qu'on s'était donnée. Et le livre européen des extensions fut ainsi d'emblée associé au livre des inventions, notamment pour ce qui concernait la construction navale, la technique de la navigation à voile, l'artillerie de marine et les instruments de navigation. Fort heureusement, ce livre ne relève pas sans doute dans l'ampleur de l'histoire universelle de l'infamie. De celle-ci, l'écrivain argentin Jorge Luis Borges avait proposé dans son œuvre homonyme, parue en 1935, quelques sombres chapitres dans le style du baroquisme. Il confirmait la sentence de Franz Kafka: on peut connaître le mal, mais on ne peut pas y croire, car il n'y a plus de mal que celui qui existe. Et dans sa globalité, le livre des extensions s'intègre au livre encore non rédigé des ambiguïtés, ouvrage accessible au grand public du XXe siècle sous le titre « Globalization », un mot qui, nous l'avons montré, en dit à la fois trop et trop peu. Merci de votre attention. On fait 7 minutes de pause.